Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous recevons Anne Jean. C'est elle qui organise ce samedi le forum des métiers de l'aéronautique à l'aéroclub de Brest-Guipava. Pilote, contrôleur, mécanicien, nous parlons de toutes ces professions juste après le point sur l'actualité de ce jeudi 13 octobre dans le Finistère. Visite éclair du ministre de la fonction publique ce jeudi matin à Brest. François Sauvadet a inauguré le congrès du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales au Quartz. L'occasion pour lui de s'expliquer sur les choix politiques concernant la fonction publique. Écoutez. Je suis venu rencontrer les acteurs de la fonction publique territoriale. Je vais leur annoncer notamment des évolutions de carrière. Vous savez qu'il y a des attentes très fortes dans ce domaine. Et donc il faut offrir aussi des perspectives à ceux qui servent la fonction publique et qui arrivent parfois à des situations de blocage dans leur carrière. Donc il faut en même temps qu'on soit exigeant sur l'équilibre budgétaire, mais en même temps qu'on adresse des signaux sur les évolutions de carrière. Nous, on a choisi une méthode qui était une méthode de jouer gagnant-gagnant. C'est le non-remplacement d'un poste sur deux. Ça veut dire que dans le même temps, on a continué de recruter dans la fonction publique. On a recruté 150 000 personnes sur des postes qui partent en retraite. Tous les pays qui n'ont pas fait cet effort, aujourd'hui, regardez, ils sont face à des réductions drastiques d'effectifs, des licenciements. En Angleterre, 300 000 postes qui vont être supprimés. Ce n'est pas du non-remplacement de 1 sur 2. Vous prenez l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, des baisses de traitement. Personne ne peut croire que demain, on va augmenter le nombre de fonctionnaires avec les déficits que nous avons dans notre pays. Personne. C'est mentir aux fonctionnaires que de laisser croire. Puis c'est mentir aussi à la société française. 4e jour de grève pour les salariés de Pôle emploi. Ce jeudi, 70 personnes se sont rassemblées à Brest. Elles réclament un meilleur accueil des demandeurs d'emploi et une amélioration de leurs conditions de travail. Demain, vendredi, le mouvement de grève est reconduit dans les agences du Nord Finistère à Carhaix, Morlaix et Brest. On a beaucoup écrit sur les algues vertes ces derniers temps, et ça ne fait que commencer, non plus seulement par voie de presse, mais cette fois directement sur du papier issu de la transformation de ce parasite. Le concept a été présenté à Roscoff devant la caméra d'Erwan Lousseau. Et si je vous dis que ce papier, tout comme le stylo qui va avec, est fait à base d'algues vertes? Voilà, c'est ça, c'est ce que tout le monde fait, sauf que ça ne sent rien, enfin si, le papier peut-être. L'idée en tout cas a séduit le comptoir des algues à Roscoff et l'imprimeur finistérien Cloître. On a fait imprimer une lettre marine qu'on a expédiée à 15 000 de nos clients et qui est imprimée sur un papier réalisé à 50% d'algues vertes. Dans les recherches qu'on a menées pour monter nos conférences sur les phénomènes dits de marée verte, on a eu connaissance de l'activité de ce papetier Favini qui exploitait donc les algues vertes pour faire du papier, et en particulier des algues de la lagune de Venise. De l'ulve plus précisément, autrement dit la même algue qui prolifère sur nos côtes. Le papetier italien la transforme en papier depuis 1992. Aujourd'hui, elles se font de plus en plus rares sur la lagune vénitienne et sont en plein essor sur notre littoral. Eh bien, en voilà une de solution. Sauf que les Italiens, eux, ça fait un petit moment qu'ils viennent s'approvisionner en algues fraîches uniquement. Depuis 2009, effectivement, à hauteur de 130 tonnes, qu'on a intégré directement dans la production de nos papiers, effectivement. Les algues sont récoltées localement par un organisme spécialisé donc directement en pleine mer, par bateau. Et ensuite, elles nous sont adressées directement à l'usine. La transformation se fait ensuite selon un procédé breveté et certifié, sauf qu'il serait sans doute plus simple et moins coûteux d'exporter ces algues directement sous forme de poudre. On a un savoir-faire avec des gens qui savent sécher des algues, qui savent les microniser en Bretagne. Or, les algues qui sont utilisées pour faire ce papier sont des algues vertes micronisées. Donc il est dommage qu'on ne le fasse pas plus en Bretagne. Et tant pis, si un jour il n'y a plus d'algues vertes, le papetier italien est capable également de transformer en papier beaucoup d'autres déchets végétaux. Les sous-sols du château de Brest en proie à des graffitis. Au XVIIIe siècle, des prisonniers anglais ont laissé leurs empreintes sur les murs de leurs cellules. Un étudiant en archéologie moderne a tenté de percer le secret de ces inscriptions. Reportage Erwan Lousseau. Sous le château à Brest, 2 salles immenses, d'anciennes geôles ayant détenu près d'1 millier de prisonniers britanniques de 1740 à 1748 lors de la guerre de 7 ans. Si ce n'est un secret pour personne, ce qu'elles renferment encore l'est davantage. Aussi bien la Marine nationale que le Musée national de la Marine ne connaissaient pas très bien l'histoire et si on savait qu'il y avait des graffitis, on ne savait pas combien et ils n'avaient jamais été répertoriés.
Des graffitis donc, 78 au total, qu'un étudiant en archéologie moderne s'est efforcé de répertorier et d'analyser. Il en a d'ailleurs fait l'objet du mémoire de sa première année de master. Alors là, par exemple, on a une inscription qui est assez particulière. Donc c'est une des plus belles qui m'a été donnée de voir dans les souterrains. C'est l'inscription de Henry Harrison. Donc c'est le capitaine du Salisbury. C'est un navire qui faisait 400 tonneaux. C'est l'exemple typique. On a le prénom, le nom, le port d'attache. Alors ça c'est plus rare, mais la plupart du temps il y est. Ici, ce qui est effacé, ce qu'on ne voit plus, c'est le participe passé taken, qui indique la prise physique, l'emprisonnement, la date, et ensuite le nom du bateau. On en apprend un peu plus sur la vie de ces hommes, parce que finalement, les graffitis en tant que tels ne sont intéressants que si on regarde ceux qui les ont gravés. Donc c'était ça un peu l'objectif de l'étude. Alors on en a deux ici qui sont assez remarquables aussi. Celui de Ben Hughes of Bermuda et celui de G. Hick. Contrairement à celui de Henry Harrison, on n'a aucune trace dans les archives de ces deux hommes. Et donc ça illustre assez bien toutes les difficultés de l'étude. C'est-à-dire que même si les inscriptions sont très lisibles, il n'est absolument pas entendu qu'on puisse retrouver la trace de ces hommes dans les archives. Et là c'est le cas, ce qui est un peu frustrant. Travail accompli à Brest, mais Étienne a encore du pain sur la planche, puisqu'il va s'attaquer cette année à un autre lieu de détention, à Dinan cette fois. Place à notre invitée, Anne-Jean, bonjour. Bonsoir. Alors vous organisez ce samedi le 15 octobre le forum des métiers de l'aéronautique à l'aéroclub de Brest-Guipava. C'est la seconde édition. Quel est le but de ce forum ? Alors l'objectif de ce forum, c'est que les jeunes, alors quand je parle des jeunes, ça peut être les collégiens, les lycéens, mais tout jeunes en recherche d'information, des jeunes démunis aussi face à un choix de formation professionnelle, viennent rencontrer les professionnels directement sur les stands et viennent surtout découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas encore. Alors, à qui s'adresse ce forum ? Vous l'avez dit, collégiens, lycéens, avant. Pourquoi c'est important de leur faire découvrir ces métiers de l'aéronautique ? Je me rends compte, en fait, je fais de l'initiation aéronautique auprès des jeunes depuis une dizaine d'années désormais. Et je me rends compte que les jeunes, malgré l'accès à Internet, malgré les centres d'information et d'orientation, ont du mal à s'y retrouver avec la multitude des carrières aéronautiques civiles et militaires. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a plusieurs voies d'accès à un même métier. Et donc, l'objectif, là, c'est de leur montrer le panel le plus large possible des métiers, des écoles de formation également, d'où une vingtaine de stands qui seront présents sur le forum samedi. Et puis c'est vrai que quand on parle des métiers liés à l'aviation, on pense souvent pilote, on pense contrôleur aérien, mais j'imagine qu'il y a une multitude de métiers moins connus, non ? Bien sûr, alors justement, c'est tout l'intérêt. Je vais parler par exemple des métiers au sol, sans lesquels les avions finalement ne pourraient pas être mis en œuvre, que ce soit les métiers de mécanicien, là aussi civils, militaires, les métiers aéroportuaires aussi, les personnels de piste que vous voyez lorsque vous prenez effectivement l'avion, ou les agents d'enregistrement dans les aéroports, tous ces métiers-là seront représentés. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Là, on voit des images d'avions militaires, là, juste pour faire une métaphore en clin d'œil à la présence de l'aéronautique navale qui sera présente effectivement avec la présence d'un super étendard en particulier, un avion qui embarque sur le porte-avions. Notre objectif est de catapulter les jeunes vers les métiers là, aéronautiques, que ce soit civil ou militaire. Créer des vocations. Exactement, créer des vocations. Les métiers de l'aéronautique sont des métiers qui font rêver beaucoup de personnes, mais qui semblent toutefois inaccessibles. Alors, trop cher, trop d'études, trop d'exigences, notamment médicales. Alors, qu'en est-il réellement ? Ils sont accessibles, ces métiers, à tout le monde ? Ils sont accessibles à tout le monde. Et c'est justement un de nos objectifs du CAP. On aura effectivement le centre des apprentis. Des apprentis, techniciens. À partir du CAP jusqu'à des diplômes d'école d'ingénieur, on peut travailler dans l'aéronautique. Là encore, on voit des images du hangar de maintenance de la base de l'Andivisio. Les mécaniciens seront représentés avec diverses spécialités et c'est ça qui est intéressant. Les jeunes vont venir découvrir ça et vont venir découvrir justement que les métiers liés à l'aéronautique ne sont pas inaccessibles. Il y a beaucoup de centres de formation dans le Finistère.
Il y a pas mal de centres de formation. Je parlerai par exemple du lycée Tristan Corbière à Morlaix pour les bacs pro et les BTS aéronautique. Il y a également, donc je parlais du centre de formation là, des apprentis de l'industrie. Il y a l'IT de Brest qui est également à des spécialités matériaux composites qui vont être très ciblées aéronautiques. Puis il ne faut pas oublier que dans le Finistère, il y a de nombreux pôles aéronautiques, l'aéroport de Brest-Bretagne, Briter, le radar de Bretagne, le centre de contrôle aérien de l'opérette et puis les bases aéronavales également qui sont très présentes. Et pour tous ceux qui se posent encore des questions sur les métiers de l'aéronautique, rendez-vous ce samedi, donc le 15 octobre de 9h30 à 17h30 à l'Aéroclub de Brest. Guy Pava, merci beaucoup Anne-Jean d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.